Voilà. Pascal a fait une présentation générale beaucoup plus large dans la géographie et dans l'espace que ce que je pourrais dire. Je lis depuis longtemps des choses autour de Daesh, auparavant d'Al-Qaïda, etc. J'en ai relu un certain nombre ces jours-ci. Et donc je vois passer tout un tas de discussions, je ne vais pas dire de préjugés, mais de façons d'aborder le problème qui souvent me semblent en décalage avec ce qu'on sait de Daesh. Alors, même si c'est pas toujours facile de comprendre de quoi il s'agit, on voit pas, il n'y a pas des sociologues, des éthologues qui se promènent tranquillement dans les territoires occupés par Daesh pour leur demander alors pourquoi vous faites ça, mais on a quand même un certain nombre d'éléments. Ce que je lis le plus souvent, c'est des variantes sur le thème l'État islamique, c'est une création de l'Occident. Alors, ça peut être dans la variante un peu simpliste, un peu confusionniste, voire carrément conspirationniste sur le thème. Ça a été créé de A à Z par l'Occident. Alors éventuellement, on trouve des variantes, ça a été créé par Israël et ainsi de suite. Bon. Mais finalement, on trouve une forme atténuée du même mode de pensée dans toutes les façons de dire Daesh, c'est un produit des circonstances, ou plus exactement un produit des politiques impérialistes au Moyen-Orient. C'est-à-dire que finalement, il y aurait un sujet agissant, ça serait l'impérialisme ou les pays impérialistes, selon les variantes, et le Moyen-Orient, c'est une espèce de vaste réceptacle qui se contente de réagir de manière un peu désordonnée, pas très civilisée, aux attaques dont il est victime. Et ça, à mon sens, c'est finalement une pensée assez colonialiste, voire raciste, de penser que le Moyen-Orient n'est pas capable de susciter quelque chose qui soit autre chose que de l'ordre de la simple réaction aux événements. Donc, eh bien, le fil de pensée entre l'idée que c'est une création d'Occident ou c'est une réponse aux attaques occidentales, c'est à mon sens pas suffisant. Alors c'est un peu renforcé par le fait que Daesh est arrivé dans les médias de manière extrêmement brusque quand il a commencé à devenir un acteur majeur de la guerre civile en Syrie, quand il a franchi la frontière irakienne pour de s'établir à cheval sur les frontières et amener des attentats un peu partout dans le monde. Jusque-là, on nous parlait d'Al-Qaïda, d'un seul coup, on nous parle d'un nouvel adversaire, l'État islamique, et l'impression que c'est quelque chose d'absolument nouveau domine. Bon, pour le coup, la généalogie de l'État islamique, c'est quelque chose qu'on trace assez bien. On la trace avec une date de création en 2006 en Irak, qui correspond en fait au rapprochement au milieu de la guerre civile en Irak entre un certain nombre de groupes armés, à la fois Al-Qaïda, Al-Qaïda en Irak, et un certain nombre d'autres groupes armés sunnites qui se rassemblent, qui proclament effectivement l'État islamique, qui participent à la guerre civile, notamment menant des attentats antisémites, et puis qui, au moment où la guerre civile s'atténue, elle n'est pas vraiment terminée en Irak, mais elle s'atténue, eh bien, se replie derrière la frontière syrienne. Et qui va ensuite utiliser la situation de la guerre civile en Syrie pour reprendre de l'ampleur et devenir un acteur majeur. Alors, ce qui me paraît extrêmement important à un certain stade, en tout cas pour des marxistes, c'est de sortir d'une analyse qui serait simplement géopolitique,
C'est ce qu'on voit très souvent dans la littérature d'extrême gauche dès qu'il s'agit du Moyen-Orient, pas uniquement d'ailleurs à l'extrême gauche, une espèce de pli mental. Moyen-Orient égale pétrole, donc tout va tourner autour de la géopolitique du pétrole, en n'essayant pas de comprendre qu'est-ce qui se passe en termes de structure de classe. Or, pour le coup, les choses sont relativement claires. Dans le cas de la Syrie comme dans le cas de l'Irak, on a affaire à des États qui ont eu, à partir de l'après-guerre, disons à partir de la décolonisation, une absence de véritable bourgeoisie, au sens où on l'entend classiquement, disons d'une classe capitaliste, qui jouerait un rôle effectif dans la société. Il y a un peu d'entrepreneurs privés, mais pour l'essentiel, on est dans des pays où l'économie est presque entièrement étatisée. Hein, c'est de l'ordre de 90% en Irak, c'est-à-dire que la plupart des entreprises petites et grandes appartiennent à l'État, et de toute façon, tous les secteurs décisifs de la production appartiennent à l'État, les secteurs bancaires, etc., etc. C'est la même chose en Syrie. Il y a eu un petit peu dans les années 90, au moment où la Syrie s'était rapprochée des États-Unis et dans la vague néolibérale des privatisations, mais dans l'ensemble, ça reste une économie extrêmement étatisée. Et même lorsqu'il y a eu des privatisations, à qui elles bénéficient? Eh bien, aux proches, à la famille, souvent aux enfants, de bureaucrates ou d'officiers de l'État. Donc, c'est un pays qui est essentiellement dirigé par une classe de bureaucrates et d'officiers, hein, par la bureaucratie et par l'armée, et pas du tout par une véritable bourgeoisie, qui joue un rôle extrêmement minoritaire. Ça n'est depuis que 2009 qu'il y a une bourse en Syrie, par exemple. Je crois même pas qu'il n'y en ait jamais eu en Irak, parce que le développement est un petit peu différent. Qu'est-ce que ça joue, cette affaire-là? Et désolé pour les problèmes de micro. Qu'est-ce que ça joue? Eh bien, c'est que, d'une part, en termes de discours, quand on essaie d'expliquer que l'État islamique, c'est la bourgeoisie, c'est pas très fonctionnel, simplement qu'on est un pays où il n'y en a pas. Mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé d'abord en 2003 en Irak et ensuite en 2010 en Syrie? C'est qu'il y a une scission au sein de cette classe qui domine l'État. Alors, en Irak, c'est assez simple. L'analyse qu'ont les Américains au moment où ils décident d'occuper l'Irak, c'est une analyse, on l'a très souvent dit dans les textes de solidarité Irak, qui est dominée par une conception ethnico-religieuse. Donc ils ont des magnifiques cartes pour diviser la population. Là il y a des Kurdes, là il y a des sunnites, là il y a des chiites. C'est pas une analyse qui sort de nulle part, hein. C'est effectivement déjà l'analyse que les baasistes ont de la situation. En gros, le parti baas en Irak représente les intérêts de la minorité sunnite arabe et même à l'intérieur de celle-là, les intérêts d'un ancien clan qui est le clan Al-Tikriti, donc qui est le clan dont provient Saddam Hussein lui-même. En 2003, les États-Unis décident de débaassiser. Débaassiser, c'est-à-dire que l'ensemble des membres du parti basse sont exclus des postes clés de l'administration et de l'armée. Alors évidemment c'est très embêtant parce que dans un État totalitaire, pour avoir un poste administratif, il faut être membre du parti basse. Donc de toute façon, ça veut dire faire un grand vide dans cette classe bureaucratique ou bureaucratico-militaire qui dirige le pays. Et à la place, on va mettre des Kurdes au nord et des chiites au sud. Est-ce que ça va mieux si je bouge le micro comme ça? Est-ce que vous m'entendez mieux? Bon, alors je continue et vous me direz. Donc, les Américains installent d'autres dirigeants au pouvoir,
Et du coup, eh bien, il y a toute une série d'officiers et de bureaucrates qui se retrouvent proprement évincés. Le parti basse a prévu le coup, et notamment Saddam Hussein a organisé avant même le... Je vais éloigner un petit peu le micro, vous allez me dire si ça va mieux. Avant même son départ ou non son expulsion, organiser la lutte armée, préparer des stocks d'armes, des stocks d'explosifs, etc. Ça c'est assez bien documenté. Autant on a cherché un peu partout des armes de destruction massive qu'il n'avait pas, autant du matériel destiné à la lutte armée, dont il était un spécialiste, après tout il avait pris le pouvoir comme ça, en était disséminé un petit peu partout. Donc du coup, cette classe évincée du pouvoir d'État eh bien, avait les moyens, dès les premiers jours de l'occupation américaine, de lancer des opérations terroristes. Et on a vu, il s'est passé très peu de temps entre l'arrivée des Américains et le début de la lutte armée, avec des moyens absolument spectaculaires. C'est bien un État qui s'est préparé à résister en profondeur et pas un groupe terroriste qui aurait décidé d'une manière un peu guévariste, voilà, on va créer notre groupe armé à 15. Ça n'est pas du tout ça. Ce sont donc ces officiers bassistes, pour l'essentiel des militaires, qui vont créer les groupes armés sunnites et progressivement se rallier à Al-Qaïda. D'autres vont finir par faire machine arrière et se rallier aux États-Unis, mais une bonne partie se rallie à Al-Qaïda et qui vont donner le ton dans l'État, ce qui va devenir l'État islamique. On a le même phénomène en Syrie un peu plus tard. En 2010, il y a des officiers, des bureaucrates à tous les niveaux, des diplomates, même des ministres qui se disent bon, il y a le printemps arabe, le régime d'Assad va tomber, on se barre, comme ça on a une chance de reprendre place dans le futur État. Je simplifie un peu, mais c'est à peu près le raisonnement qu'ils ont tenu. En général, ils sont d'abord partis vers l'armée syrienne libre ou une autre des coalitions, vers le front al-Nosra, et au fur et à mesure, une partie d'entre eux ont fini par se rallier à la force qui était en train d'émerger parce qu'elle avait les moyens de ses actions, qui était l'État islamique. Quand on regarde l'organigramme de l'État islamique, quand on regarde qui sont ses dirigeants militaires, ce sont presque tous des anciens dirigeants baassistes, des officiers extrêmement bien formés. Ce que je veux dire par là, c'est que l'État islamique, par bien des aspects, est une continuation du parti Baas, de son armée, et plus généralement, il exprime des intérêts extrêmement précis qui sont ceux de ces fractions évincées du pouvoir en 2003 et en 2010, qui se sont rassemblées, sont donc des fractions de l'État. Et ça, je crois que c'est très important quand on essaie d'analyser ce qu'est l'État islamique, tout de même son insistance à être un État, ça correspond exactement à sa nature de classe, c'est-à-dire c'est bien une fraction de l'État qui a perdu le pouvoir et qui cherche tous les moyens pour y rester. À partir de ce moment-là, quand on examine sous cet angle le discours de l'État islamique, les convergences avec l'ancien baasisme sont frappantes. Alors c'est vrai qu'on a une image souvent extrêmement erronée de ce qu'était le baasisme en France, parce que il y a eu toute une partie de la gauche et même une partie de la droite qui entretenait des liens avec le parti basse et qui a diffusé pendant très longtemps une image d'un parti laïque, progressiste, socialiste, etc. C'est vrai qu'il y a eu des épisodes un peu gauchistes en Syrie, c'est vrai que le parti basse se présentait volontiers comme ça. Cela dit, ça a toujours été un parti religieux. En Syrie, par exemple, la constitution prévoyait que le président devait être musulman, et ainsi de suite. Et surtout, à partir des années 90, en Irak, Saddam Hussein a fait de moins en moins référence aux anciens piliers du baasisme et de plus en plus à une idéologie religieuse, une forme d'islamo-nationalisme. Et du coup, le lien génétique entre l'islamisme actuel de l'État islamique et le baasisme paraît moins incongru. C'est pas un parti laïque qui est devenu subitement un parti religieux, c'est un parti qui a longuement évolué de l'un à l'autre. Deuxième chose, le discours baassiste était centré contre deux ennemis, l'impérialisme et le sionisme.
les termes ont été simplement modifiés, on a adopté le discours d'Al-Qaïda et maintenant on s'attaque aux juifs et aux croisés, mais en réalité on couvre exactement la même chose. Le baasisme se caractérisait par également son panarabisme, la volonté d'unifier le monde arabe. Aujourd'hui, on ne parle plus du monde arabe, mais du monde musulman. Cela dit, on est dans la même perspective, et l'idée d'ailleurs d'un État unifié entre l'Irak et la Syrie, c'est pas quelque chose de complètement nouveau. Ça avait été bloqué du temps où les deux pays étaient dirigés par des baasistes qui ne s'entendaient pas, mais il y avait eu tout un tas de tentatives, notamment d'unifier la Syrie et l'Égypte, et ainsi de suite, l'Égypte et la Libye. Donc on reste aussi dans la même perspective de créer un grand État unifié qui sortirait des frontières coloniales. Le discours de l'État islamique, de ce point de vue-là, n'est pas fondamentalement différent de celui du baasisme. Quant à la volonté d'être un État qui domine intégralement la société, un État totalitaire au sens le plus classique, là encore, on appelait l'Irak la République de la peur. C'est effectivement deux États totalitaires dans lesquels la population était en permanence contrôlée et pied par la police politique, par tout un tas d'organismes liés au parti, etc. Et bien, avec l'État islamique, on en a fondamentalement, si j'ose dire, une version religieuse. Donc, il faut à un moment sortir de la lecture strictement religieuse de l'État islamique pour mieux comprendre ce qu'il est socialement, quelle est sa base sociale, une fraction évincée de l'État qui cherche à reconquérir le pouvoir, et quels sont les liens avec l'idéologie baasiste dominante dont sont issus les gens qui sont aujourd'hui les dirigeants militaires de l'État islamique. Alors, ça ne veut pas dire que la question religieuse est absolument sans intérêt. On sait bien, Pascal l'a rappelé tout à l'heure, que à partir de la fin des années 70, ça a été l'un des moyens de mobiliser la société, et l'islam politique est apparu de plus en plus comme une force politique. Donc de ce point de vue, effectivement, l'État islamique utilise quelque chose qui peut lui servir comme levier pour mobiliser la société. Hein, c'est la fonction de toute idéologie dans le système capitaliste. Les anciens officiers baasistes ne peuvent pas simplement se présenter en disant bonjour, nous sommes d'anciens officiers baasistes, nous voulons reprendre le pouvoir dont on nous a privés. Donc ils le font au nom d'une idéologie, ils peuvent y adhérer, c'est pas forcément une question d'hypocrisie, mais c'est simplement qu'ils projettent leur être social dans une image de la société. Et puis il y a une deuxième chose qui est importante, qui est difficile à faire passer, j'ai expérimenté dans un certain nombre de réunions publiques, c'est que l'un des problèmes, si j'ose dire, auxquels se confrontent le Proche et le Moyen-Orient depuis quelques années, c'est que la question de l'égalité homme-femme est posée de manière beaucoup plus exacerbée qu'auparavant. En Irak comme en Syrie, il n'y avait pas d'égalité légale. Hein, là encore, il y a eu tout un tas d'idées qui ont circulé comme quoi c'était un peu un paradis pour les femmes. Bon, c'était sans doute mieux que l'Arabie Saoudite, mais il n'y avait pas l'égalité. Et en même temps, les revendications, elles sont en train de monter par tout un tas d'aspects. Un truc que je rappelle souvent parce que ça ne saute pas aux yeux justement en Occident, c'est que quand vous regardez une série télé pleine de clichés sexistes, bon, c'est patriarcal ce machin. Par contre, quand vous la regardez depuis un village d'Irak, du Kurdistan, de Syrie, d'un village ou d'une ville, hein, mais dans un milieu un peu réac, l'héroïne, elle conduit une voiture, elle exerce un métier qui, dans votre pays, serait réservé aux hommes. Elle choisit qui sera son petit copain et si elle va l'épouser ou non, et ainsi de suite. Il y a tout un tas de choses qui sont absolument en décalage avec les valeurs des conservatrices des religieux ou d'ailleurs des non-religieux, mais
qui sont très massivement diffusés, que vous pouvez retrouver sur n'importe quelle chaîne par satellite, et il y en a énormément au Moyen-Orient, que vous pouvez retrouver sur n'importe quel téléphone portable, et ainsi de suite. Donc, il y a une culture hollywoodienne, tout simplement, qui propage effectivement le féminisme de manière extrêmement efficace. Ça peut paraître paradoxal quand on lit ces séries ou ces films ici, mais c'est une réalité. On voit que les revendications simplement d'un autre mode de vie, pas forcément formulées d'une manière apparemment politique, mais profondément politique, eh bien, se sont diffusées dans tout le Moyen-Orient. Et ça se voit très très clairement d'abord là encore dans la généalogie de l'État islamique. Hein, ce sont les mêmes groupes qui dans les années 90 appelaient à tuer les féministes, nos camarades de l'Organisation des femmes indépendantes en Irak, qui ont effectivement d'ailleurs tué un certain nombre de nos camarades hein, dans des attentats, et qui sont aujourd'hui à l'origine de ce qu'est l'État islamique. Là, on peut tracer leur généalogie de manière assez précise. Donc, l'antiféminisme, c'est l'un des fonds de leur idéologie. Alors, c'est encore plus net avec l'État islamique que ça n'avait jamais été, puisqu'ils ont été jusqu'à rétablir l'esclavage des femmes, etc., etc. Mais cela dit, c'était la pratique de l'ensemble des groupes islamistes, y compris chiites, dans la guerre civile dans la guerre civile en Irak. Donc, ça joue aussi un rôle mobilisateur, parce que dans des pays où il y a les hommes des milieux conservateurs, et pas que, se sentent menacés dans leur domination masculine, eh bien, l'État islamique leur promet, comme le font tous les islamistes, de les restaurer dans leur situation de dominant, ou de la maintenir coûte que coûte. Donc ça, c'est aussi un rôle de mobilisation qui est extrêmement important. Entre ça et la défense de la minorité sunnite contre les chiites, je peux développer à l'occasion si ça vient dans la discussion, eh bien ils ont quand même une idéologie qui est assez bien structurée et qui leur permet d'avoir des formes de soutien. Oui, il y a des révoltes contre Daesh, oui, il y a des oppositions à Daesh, et c'est pas un hasard, on en parlait, si le PKK a réussi à jouer un rôle aussi important dans la région. Il était structuré depuis longtemps, mais il avait aussi un discours en matière d'égalité homme-femme très ferme, qui lui permettait d'apparaître comme l'anti-Daesh par excellence. Donc ça a joué un rôle. Un dernier petit point rapide sur les attentats, parce que là aussi je lis beaucoup de choses, et puis après on pourra enchaîner sur la discussion. Les attentats apparaissent toujours comme quelque chose de bizarre, de complètement irrationnel, dont on ne comprend pas très bien la mentalité ou les raisons. Là encore, quand on creuse dans la généalogie de l'État islamique, ça paraît un petit peu plus clair. D'abord, l'État syrien comme l'État irakien ont pratiqué le terrorisme d'État, non seulement sur leur population, mais surtout à l'extérieur depuis les années 70-80, de manière très régulière. On a eu des attentats qui étaient préparés par les services secrets syriens, ou alors des groupes armés qui étaient entraînés en Syrie. Il y en a eu une foultitude, y compris d'ailleurs le PKK. Donc c'est pas une nouveauté pour eux, pour ces anciens officiers baasistes, que de préparer des attentats. Ils l'ont fait sur leur propre territoire. C'est vieux dans leur histoire, mais ils l'ont fait aussi à l'étranger. Il y a l'importance de toute l'histoire du mouvement national palestinien, hein, parce que ces mouvements étaient souvent, presque toujours, devrais-je dire, liés à l'État syrien, même s'ils ont entretenu des relations parfois conflictuelles. En général, il y a toujours eu des liens qui ont été maintenus. Et ce sont dans ces mouvements-là que sont apparues deux pratiques qui ont été reprises ensuite par Al-Qaïda puis par l'État islamique, qui sont les attentats suicides, le fait d'aller recruter les auteurs des attentats directement dans les pays occidentaux
et pas dans leur propre base. Donc là aussi, on pourra le développer si nécessaire, mais il y a quand même une généalogie au Proche-Orient qui est assez importante. Et tout ça s'est mis en place, tous ces éléments se sont rassemblés dans la guerre civile en Irak, dont on a beaucoup parlé pendant des années, même si on s'est souvent senti seul sur ce terrain-là à défendre les progressistes irakiens. Mais tous ces éléments-là se sont rassemblés. Disons que tout ce qui fait la méthode de l'État islamique, à quelques variantes près, existait déjà à ce moment-là. Et c'est leur façon de réagir ou d'anticiper la pression des puissances occidentales sur eux, puisqu'ils veulent restaurer leur puissance sur un État, qui veulent apparaître comme un État, leur pratique dans une situation asymétrique. Hein. Ils ont beaucoup moins de force, d'équipement, etc. Ils n'ont pas de bombardiers, ils ont finalement assez peu de blindés et ainsi de suite. Eh bien, c'est la pratique des attentats. Les États, s'ils les utilisaient déjà comme une façon de peser sur les décisions diplomatiques, et là-dessus, l'État islamique n'a pas tellement innové. Ils ont poussé jusqu'au bout tout un tas d'éléments qui existaient dans le terrorisme proche et moyen-oriental depuis un certain temps. Voilà, j'ai donc insisté surtout sur ce qu'il y avait d'endogène, si je puis dire, qui venait effectivement du Moyen-Orient, qui montrait en quoi l'État islamique c'était d'abord un acteur agissant dans cette situation et pas simplement un réceptacle des politiques occidentales. Il faut tempérer un petit peu tout ça, mais je pense que c'est important de l'avoir dans un coin de la tête dans toutes les discussions qui ont commencé et qui vont continuer sur le sujet. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, des critiques acerbes ou pas, n'hésitez pas.